On démarre. Donc, merci d'être là pour le troisième épisode donc, de cette série sur la sécurisation des flux réseau et Kubernetes. Donc, vous le savez, je travaille pour la société Blue Trusty qui fournit des services de cybersécurité pour tout un tas d'infrastructures et d'applications, et notamment les applications cloud native. Et donc, ce webinaire d'une heure à peu près, est un extrait enrichi, en gros, d'une formation qu'on donne sur les containers, les enjeux, et les usages et les solutions. Alors, l'ambition de cette série n'a toujours pas changé. C'est un petit peu de voir tous les sujets de sécurité, notamment liés au réseau. Il y a énormément de choses à dire. Il y a pas mal d'améliorations. Il y a également des limitations, des vrais sujets, des problèmes. Et c'est ce dont on va parler notamment aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les network policies standards dans Kubernetes. Dans les anciens épisodes que je vous incite à revoir en replay si besoin, pour lesquels j'ai mis à disposition à la fois le code et les slides, on parlait principalement du réseau, on essayait de comprendre les problématiques d'interconnexion, les NAT, voilà, toutes ces choses-là. Là, on va parler du filtrage et du cloisonnement. Donc, je mets un avertissement parce qu'évidemment, les setups peuvent être un petit peu différents au niveau Kubernetes. Et également, les sujets, les fonctionnalités changent et peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui ne sera plus tout à fait vrai dans 2-3 ans, même si on arrive quand même à une certaine stabilité. Alors, sur les épisodes précédents, on avait vu qu'en gros, tout est autorisé dans Kubernetes. Tous les flux sont en gros autorisés. C'est ce qui fait d'ailleurs, c'est ce qui a fait son succès, puisque résultat, tout fonctionne. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est commencer à cloisonner, commencer à filtrer, souvent ce que veulent les gens de la sécurité. Pourquoi ? Parce que Kubernetes, le principe de Kubernetes, c'est que c'est un cluster mutualisé. Donc, il y a plein d'applications. C'est ce que vous voyez sur cet écran. Chaque petit hexagone bleu représente un pod. Donc, vous savez, c'est un processus. Ils sont parfois groupés. Ils sont positionnés sur des nœuds qui sont en gros des machines Linux ou des machines Windows. Et on rajoute ce qu'on appelle des namespaces Kubernetes. C'est-à-dire qu'en fait, un concept de contenant ou un concept d'appartenance pour en fait ranger les applications dans des tiroirs et faire que dans ce tiroir-là, on a une unicité de nom. C'est pour ça qu'on appelle ça un namespace. L'application test, elle peut exister à la fois dans le tiroir default et à la fois dans le tiroir RAID. Voilà. Par contre, on ne peut pas avoir deux applications test au même endroit. Alors, bien sûr, on peut avoir deux pods qui répondent à la même application, mais il y a une unicité des noms. C'est très utilisé en général dans Kubernetes pour en gros donner des droits. On dit à une équipe, tu as tous les droits sur ce namespace, et une autre équipe, tu as tous les droits sur ce namespace. Donc, en général, les applications vont être déployées namespace par namespace, et elles vont être réparties, éclatées sur les nœuds qui constituent le cluster Kubernetes. En gros, on ne maîtrise pas vraiment... En utilisant les teintes et les tolérations, on arrive à des mécanismes d'affinité, d'anti-affinité, mais on ne maîtrise pas vraiment où vont se retrouver les applications. Ce qu'on maîtrise, c'est à quel namespace elles appartiennent. Et donc, le but de cette session aujourd'hui, et de la prochaine d'ailleurs, ça sera de filtrer certains flux, parce qu'on accepte que vous voyez, le namespace RAID puisse parler à certains éléments du namespace par défaut, et au contraire, cet élément du namespace RAID n'a pas le droit de parler au namespace Blue, à cet élément du namespace. Donc, on veut mettre en place du filtrage ou du cloisonnement à l'intérieur du cluster, mais également sur la partie extérieure. Et vous voyez que là, par exemple, ce qu'on souhaite, c'est par exemple que cet élément-là du default, du namespace default, ne puisse pas discuter avec des serveurs extérieurs au cluster, typiquement des bases de données legacy, des choses comme ça. Kubernetes ne porte pas tout, ça reste quand même principalement un cluster de calcul et pas un cluster de stockage. Donc le stockage est probablement à l'extérieur. Et on accède par exemple que les pods qui sont là dans le namespace Blue, eux, accèdent à cette base de données. Donc ça, c'est notre objectif et on va voir comment est-ce qu'on arrive à faire ça ou au contraire, quelles sont les difficultés. Alors, tout d'abord, la philosophie de Kubernetes et donc des network policies, c'est très intéressant parce que c'est extrêmement moderne, évidemment, et c'est une philosophie application-centrique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas bloquer les flux sur le transit, on bloque les flux directement à la source. Donc, en fait, on a une sorte de mini firewall, quelque part, les règles firewall,
elle s'applique directement sur l'interface du pod. Donc, à la fois en ingress, en général, on veut protéger qui accède à une application, donc ça, c'est assez classique, mais également en egress, c'est-à-dire qu'on protège ce qui sort du pod, c'est-à-dire que typiquement, si ce pod-là essaye de parler à un autre, ben, on pourra limiter ça via des politiques egress. Donc, on est tout à fait dans des concepts de micro-segmentation. On va pouvoir avoir quelque chose de très fin, qui posera évidemment des problèmes de manageabilité. Hein. On peut avoir des choses de très fin. Alors, micro-segmentation, c'est un terme qui est toujours très, très connu, mais à la mode, c'est vrai, tout le monde parle de Zero Trust Network. Et ben, on peut tout à fait faire du Zero Trust Network dans Kubernetes. Et c'est complètement outillé pour ça, c'est conçu pour ça. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, maintenant, on va passer à la partie plus difficile, c'est qu'on va analyser les network policies. Hein, donc, les network policies, c'est du YAML, hein, du Yet Another Markup Language, vous connaissez ça, hein, avec en gros des décalages. Et en fait, on spécifie justement la politique qu'on applique à un certain nombre de pods. Les politiques, donc vous voyez, elle est relativement courte, hein, cette politique, hein, et donc on en poussera plusieurs. C'est l'équivalent d'une règle, en fait, dans un firewall classique, où on aurait plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de règles. Ben, il nous faudra probablement quelque chose qui sera équivalent. Alors là, cette politique, elle s'applique aux pods qui font partie d'un namespace. Hein, parce qu'on dit que les network policies sont namespacées en standard dans Kubernetes. Donc on dit cette politique, elle s'applique uniquement aux pods qui sont dans le namespace blue. Voilà, donc ça c'est un premier sujet. Ensuite, à l'intérieur de ce namespace, voici les pods sur lesquels on l'applique. Et on l'applique, comme toujours dans Kubernetes, basé sur des principes de label. On ne connaît pas le nom des pods, on ne connaît pas leur adresse IP, c'est dynamique, on ne va absolument pas s'appuyer là-dessus, on s'appuie uniquement sur les labels. Et donc là, en fait, avec ces quelques lignes-là, on dit ceux qui sont concernés par cette politique, ce sont les pods qui ont le label app égale bookstore et role égale API. Voilà, donc là, on sait de qui on parle, à qui va s'appliquer cette politique. Et ensuite, on peut regarder la suite. Donc la suite, c'est où on dit que c'est de l'ingress. Donc en gros, on va filtrer les flux entrant sur ces fameux pods-là, hein, qui sont sélectionnés. Et on dit de qui viennent ces flux. Ces flux, ils viennent d'autres pods. Et pour que le flux soit autorisé, il faut que ces pods aient eux-mêmes des labels. Et là, par exemple, le label, c'est app égale bookstore. Voilà. Alors là, je n'ai pas spécifié le port TCP ou UDP, on va le voir après. Hein. C'est pour essayer de simplifier au maximum une politique. Hein. Mais donc, vous voyez bien là comment ça se construit. C'est une politique qui s'applique dans un namespace pour un certain nombre de pods en provenance d'un certain nombre de pods. On verra qu'on peut utiliser des adresses IP, des choses comme ça, mais la plupart des network policies vont ressembler à quelque chose comme ça chez vous. Alors, on va faire une petite démo. Parce que sinon, c'est pas très rigolo. Alors, pour ça, je vais démarrer. Hop. Alors, attendez, hop, je change mon écran. J'ai historique, bon, c'est pareil, hein, bien sûr, voilà. Voilà. Ah, bien sûr, c'est trop facile sinon. Hop. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est Argo CD. Argo CD, c'est une interface web qui permet assez facilement d'appliquer des YAML. Voilà, c'est plus facile que faire des kubectl. Donc, le but, c'est un petit peu de vous montrer des nouvelles choses sur ce webinaire. Et donc, je l'ai déployé sur le cluster. Hein, je vais vous montrer ça. Et bien sûr, il me faut un login mot de passe. J'étais logué tout à l'heure, maintenant je ne le suis plus. Donc, il faut que j'aille chercher le mot de passe. Alors, le mot de passe, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste que je retrouve, voilà, que je mette mes écrans dans le bon ordre. Donc, là où j'ai mon code, hein, j'ai évidemment quelque chose qui me permet de récupérer le mot de passe. Alors, vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas un mot de passe, ça ne vous permet pas d'y accéder à distance, hein, c'est purement local. Hop, mais voilà, ça c'est le mot de passe dynamique. Vous voyez, pour une fois, c'est un bon mot de passe qui est utilisé pour accéder. En fait, il y a une redirection de port en local sur la machine à Argo CD. Voilà. Et donc là, c'est une interface graphique. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer le code, enfin le YAML qui est sur un Git.
elle le prend, et en fait, c'est elle qui va appliquer les kubectl apply de ces fichiers-là. Donc là, vous pouvez voir, hein, voilà, donc c'est... on a un cluster qui n'est pas très compliqué, hein, mais il y a beaucoup de choses, et puis surtout, on va appliquer des network policies. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, ce que je voulais vous montrer tout d'abord, c'est, je vais enlever ce, hop, je vais refaire un tout petit peu de ménage. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est, hop, donc j'ai un cluster, alors j'ai un cluster, il se trouve que je suis chez Azure, hein, voilà, bon, j'ai 2 nœuds, hein, ça va pas très loin. J'ai plusieurs namespaces. Donc là, on va jouer surtout avec le namespace default et le namespace blue. Hein. En gros, on va essayer de protéger le namespace blue. Dans le namespace blue, j'ai évidemment des pods. J'ai 3 pods identiques. Hein, c'est un déploiement. Et ces 3 pods, ils sont en gros, ils sont présentés au reste du cluster par un service qui s'appelle SVC CoServer. Ce service, en gros, ce déploiement, hein, en gros, je l'ai mis dans quasiment tous les namespaces. Hein, si je regarde ça avec moins grand A, c'est pour voir tous les namespaces. Vous voyez que j'ai fait la même chose, j'ai fait un clone, hein, si vous voulez, dans le namespace green, dans le namespace red. Voilà. Tout ce code, tous ces YAML sont dispo dans le GitHub, ça sera public et vous aurez accès sans problème à ces informations après le webinaire. Alors, ce que je veux vous montrer d'abord, c'est que déjà de base, on arrive à accéder, lorsqu'on n'a rien mis en œuvre, on arrive à accéder au service. Alors, allons-y. Donc, j'ai un petit script. Excusez-moi, j'ai des problèmes. J'ai un petit script qui permet de tester. Alors, c'est un petit script tout simple, hein, vous verrez. Qu'est-ce que je fais en fait? Je crée un pod, voilà, je le mets dans un namespace spécial. Au début, je le mets dans le namespace default, voilà, et j'essaye de requêter le service à la fois dans le namespace red et dans le namespace green et dans le namespace blue. Et vous voyez donc que par défaut, tout est OK. Alors, voilà, donc c'est OK que je sois dans le namespace par default qui est, voilà, namespace par default ou dans le namespace blue. Tout est possible. Je n'ai aucune politique qui est mise en œuvre ici. Hop, je n'ai aucune politique. -n. D'ailleurs, sur tout le cluster, ça c'est une politique par défaut. Hein. Donc c'est un tunnel qui est en place, mais il n'y a aucune network policy, et donc c'est ce qui explique que tous les accès sont possibles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la network policy dont je viens de parler, et normalement, ça devrait filtrer des accès. Alors, allons-y. Vous voyez, là, j'ai tout un tas de network policy, hein, et je choisis laquelle j'active. Elles sont disponibles, mais elles ne sont pas actives. Donc, pour l'activer, moi, elle s'appelle API Allo. Donc, en fait, je fais juste ça. Je fais sync. Voilà. Et donc, en fait, derrière, simplement, Argo CD fait un kubectl apply de cette politique. Et donc, vous voyez, hop, lorsque j'arrive là, je recommence. Et vous voyez, la politique, elle est bien appliquée. Alors, est-ce qu'elle marche? Une question. On va le tenter. Donc là, je relance mon test. Tout à l'heure, vous avez vu que tout marchait. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Je vous explique. Voilà. Et ce qu'on se rend compte, hein, c'est que voilà, vous voyez bien l'accès, on vérifie quand même, on ne sait jamais, hein, l'accès depuis le default au service que je veux protéger est bloqué, et l'accès depuis le blue vers le service que je veux protéger est bloqué. Pourquoi est-ce qu'il est bloqué? Parce qu'en fait, le pod que je crée là pour tester, il a le label type égal nul. Or, si on regarde ma politique, je vous rappelle que pour que le flux soit autorisé, il faut que le partenaire, en fait, ait le label app égale bookstore. Pour rappel, hein, je vais juste vérifier qu'elle s'applique bien quand même, parce que c'est vrai que là, je constate qu'elle s'applique bien, mais si je regarde quels sont les pods qui ont dans le
dans le namespace Blue qui ont le label app égale bootstore et role égale API, hop, vous constatez bien que mes 3 pods sont dedans et donc on applique la politique sur eux. Donc ce que je peux faire, hein, c'est très rapidement modifier mon fichier de test. Hein. Hop, non, il est là. Test, hop. Et donc, au lieu d'appliquer juste le label nul, bah, je vais me donner l'autorisation. En fait, je vais m'appliquer le label app égale bookstore. Et donc, en tant que partenaire, normalement, là, ça devrait passer. Donc, on y va. Voilà, donc ça, je vous en parlerai dans quelques instants. Mais vous voyez bien que quand je suis ici, bah, c'est autorisé. Donc, le flux est bien autorisé. Pourquoi? Parce que j'ai bien le label qui va bien. Donc, la politique fonctionne, en tous les cas, a l'air de fonctionner. Donc, en fait, il faudrait que je pousse tout un tas de politiques pour arriver à avoir, enfin de règles, on va dire, pour avoir une politique complètement cohérente. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et bien sûr, le retour en arrière, donc avec la correction des labels, on voit bien qu'on arrive bien à se connecter. On a bien le code 200, on arrive bien à avoir la connexion qui se fait. OK, alors la syntaxe, elle est pointue. Voilà. Je trouvais que ça comme expression. Parce que c'est vraiment pas, c'est pas facile à lire. Hein. Vous voyez, par exemple, si on est face à cette policy, bah, comment est-ce qu'il faut la lire? Donc, on voit qu'elle s'applique dans le namespace Blue. En fait, le pod selector, vous voyez, c'est vide. On a une liste qui est vide. Et donc, quelqu'un, on va dire, normalement considéré, devrait se dire, bah, la liste est vide, donc en fait, c'est aucun pod qui est sélectionné. Et bah, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, quand la liste est vide, ça veut dire qu'en fait, on sélectionne tous les pods. Ou alors plus. L'idée, c'est de se dire, comme il n'y a pas de critères, tout le monde est sélectionné. Voilà, donc cette politique, elle sélectionne tous les pods dans le namespace Blue. Et vous voyez, ingress, il n'y a aucune règle d'ingress. Donc, il n'y a aucun trafic qui est autorisé, puisqu'il n'y a pas de from, en fait. En bas, là, vous voyez, si je compare par rapport à juste avant, vous voyez, là, il y avait des from. Là, il n'y a rien qui est autorisé. Donc là, cette politique, elle va tout bloquer. Donc, petit problème. Donc là, j'explique, hein, si vous regardez la documentation Kubernetes, hein, ça explique bien qu'un sélecteur qui est vide, en fait, sélecte tous les pods du namespace. Alors, je crois que voilà, il y a d'autres sujets sur la partie philosophie. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, et un peu la dangerosité, c'est que s'il n'y a pas de network policy, tout le trafic est autorisé. Dès qu'il y en a une, on accepte uniquement ce qui est déclaré. Tout ce qui n'est pas déclaré est bloqué. Donc, en fait, c'est l'équivalent, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des firewalls, du deny any, hein, qui est mis à la fin des règles. C'est à partir du moment où vous commencez à mettre une première règle, tout ce qui n'est pas explicitement déclaré est bloqué. Donc, on ne peut pas trop bricoler, quoi, hein. Il faut vraiment être sûr de l'ensemble de ces règles pour pouvoir les pousser. Ça parle, alors, l'ensemble des règles dans un sens, hein, soit ingress, soit egress. Voilà. Donc, j'ai aussi un autre exemple d'une network policy qui là fait du ingress, hein, donc du flux entrant. Vous voyez qu'elle s'applique à tous les pods, cette fois-ci, qui viennent, tous les pods qui sont dans le namespace Blue. Et vous voyez, on autorise uniquement le port 53 en TCP, en UDP. Et donc, ça veut dire que, en gros, en pointillé, en filigrane, tout le reste est bloqué. Donc, je crois que j'ai une petite démo là-dessus. Non, j'en ai pas. Voilà, il faut faire vraiment très, très attention. J'ai une démo là-dessus, c'est sur le egress, hein, qui est relativement simple. Donc là, c'est un autre type de network policy. Pareil, elle s'applique au namespace Blue. Elle permet donc, là, elle est de type egress. C'est ça qui est intéressant. Hein. Donc, on peut sortir, en fait, tous les pods, vous voyez, c'est la liste, c'est l'intégralité des pods du namespace Blue, peuvent sortir vers 1.1 et vers 8.8.8. Et donc, tout le reste va être bloqué, en fait. C'est ça ce que je veux dire. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans le slide d'avant. C'est voilà ce qui est autorisé et tout le reste va être bloqué. Alors, testons-le. Hein. Donc, pour faire ça, je vais revenir sur ma politique. Alors, pour ne pas être
perturber, je vais enlever mon ancienne, comme ça je sais que je redémarre sur un truc à peu près prod. Voilà. Donc normalement la synchronisation est faite, hein. On voit bien qu'il y a tout, il n'y a rien qui est vert. Donc il n'y a aucune network policy qui est appliquée, hein. Je me le vérifie, enfin, je le vérifie, mais je ne suis pas très inquiet. Voilà. Donc là, j'ai aucune network policy. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais me connecter. J'ai un petit script, hein, qui me permet d'ouvrir un. Hop, qui est là. Pardon. Hop, more shell in blue. Hop. Ouais, c'est rien du tout, hein. C'est juste, je démarre un pod dans le namespace blue, vous voyez, avec un nom qui est un nom aléatoire. Et j'utilise une image qui est une image de debug, ça c'est pratique, hein. Multitool, network multitool, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une image qui a tous les outils réseau, donc ça permet de tester pas mal de choses. Donc là, ce que je peux faire, c'est j'ouvre ce fameux shell, hein, voilà, hop. Donc je démarre un pod dans le namespace blue. Et ce que je vais voir, c'est qu'évidemment, si je ping 111, ça marche. Si je ping 888, ça marche, hein. Voilà. Et à partir du moment où je vais appliquer la network policy dont j'ai parlé, hein, donc la network policy dont j'ai parlé, elle s'appelle... ah oui, je vais aussi tester 8844, comme ça je les aurai tous. Donc 8844. Ah ok, donc tout passe. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'applique la politique qui est... alors, le nom de cette politique, elle s'appelle All One. Voilà, je l'ai mise là. Hop, elle est ici. Je la sync. Elle va être appliquée. Voilà, je fais un petit refresh. Voilà, vous voyez, il y a le petit tic vert qui apparaît, hein. Donc, je peux vérifier. Donc, là, donc, je peux... Testons, hein. Donc, si je reping 888, ça marche. OK, c'était dans la policy. Si je ping 111, ça marche, c'est dans la policy. Mais si je ping tout ce qui n'est pas déclaré, donc par exemple 8844, c'est bloqué. Donc c'est bien ce qu'on veut, hein. Il faut juste comprendre cette philosophie. Tout ce qui n'est pas explicitement déclaré est bloqué. Donc je reviens là-dessus. Alors en fait, la philosophie de Kubernetes, enfin en tous les cas aujourd'hui, les politiques qu'on a sont des politiques qu'on ne peut faire que des autorisations. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On ne peut pas faire d'interdiction. Aujourd'hui, ce n'est pas dans les fonctionnalités. Donc en fait, c'est un peu compliqué. On ne peut pas nécessairement dire tout est autorisé sauf ceci, sauf cela. Donc on ne peut pas concevoir une politique sur de la blacklist, mais uniquement sur de la whitelist. Ce qui est bien, hein, d'un point de vue sécurité, hein. Voilà. Autre exemple de l'égresse. Ah, si je comprends bien, dès qu'une politique est déclarée, tout ce qui n'est pas explicite est bloqué. Absolument, tout à fait. Tout ce qui est bloqué, mais qui s'applique aux pods qui sont concernés par cette politique. Donc en gros, un pod, dès qu'il a une politique qui lui est appliquée, tout ce qui n'est pas déclaré est bloqué. Alors, dans un sens ou dans l'autre, hein. C'est-à-dire que si on lui a déclaré une règle en entrante, tout ce qui rentre est bloqué, qui n'est pas déclaré. Et pareil en sortant. J'espère que c'est clair. Oui, c'est très clair, merci. Parfait. Merci Alexandre. Alors, le sujet qu'on a aussi sur l'égresses, parce que, bon, classiquement, quand on fait du firewalling dans un réseau classique, on bloque souvent l'entrée, pas trop la sortie. Il faudrait bloquer la sortie, hein. On voit par exemple avec les problématiques qu'il y a eu sur Log4j là, récemment, que bloquer la sortie, c'est plus qu'une bonne pratique, c'est vraiment une obligation. Mais là, on l'a encore plus sur Kubernetes, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a, dans votre cluster, il y a probablement des pods qui ont besoin d'aller vers une database externe. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le pod il sort pour aller vers la database externe, soit il est naté par le nœud, et donc avec l'adresse IP du nœud, soit il n'est pas naté, mais il sort avec on avait vu, hein, soit il est en mode tunnel, soit il est en mode native routing. Donc s'il est en mode tunnel, il est naté avec l'adresse IP du nœud.
soit s'il est en mode native routing, il a directement une adresse IP en fait, sur ce réseau-là, mais il fait partie d'un range. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est dans le namespace blue qu'il a une adresse IP différente de s'il était dans le namespace red. Les namespaces n'ont pas d'impact, enfin par défaut en tout cas, n'ont pas d'impact sur les adresses IP. C'est juste une histoire d'appartenance. Les deux pods, même si, enfin, au niveau réseau, deux pods qui sont dans deux namespaces différents sont tout à fait constitués de la même façon. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si ce qu'on veut, c'est que le pod rouge, par exemple, n'ait pas le droit d'aller... Enfin, pardon, je recommence. Si le pod bleu, on veut qu'il puisse aller là, et on ouvre le firewall, par exemple, qui est sur le chemin, ben en fait, il n'y a rien sur le chemin ou au niveau de la database qui va permettre vraiment de discriminer d'où vient le flux. Est-ce qu'il vient du pod bleu ou est-ce qu'il vient du pod rouge? Ça veut donc dire que si on n'a pas d'autre solution, et ben en fait, dès qu'on va s'interconnecter avec le reste du réseau, il va falloir être très, très spécifique dans les règles d'égresse pour empêcher que certaines applis puissent sortir et accéder des serveurs qui sont dans le reste du réseau. Donc, et là, ça devient assez critique. Alors, on verra notamment peut-être dans l'épisode prochain, mais il y a des techniques, mais qui sont qui sont un peu propriétaires, on va dire, hein, qui sont en dehors du standard Kubernetes, mais en gros, c'est le principe qu'on appelle des egress gateway. C'est-à-dire qu'en fait, on fait sortir les pods par un endroit bien spécifique dont on maîtrise l'adresse IP. Et donc, en gros, les rouges vont sortir avec une adresse IP bien spécifique et les bleus vont sortir avec une autre adresse IP bien spécifique. Ce qui fait qu'on va pouvoir récupérer l'identité, en gros, quand on va être ici, au niveau de la database externe, on va pouvoir récupérer l'identité du pod initial. En tout cas, savoir que le pod est passé par l'egress gateway qui correspond au rouge et non pas au bleu, ou le contraire. Voilà, vrai sujet. Hein. Si on veut cloisonner sur la partie, filtrer sur la partie firewalling. Sur les ranges, bon, il y a des petites touches hein, qui sont ajoutées petit à petit par Kubernetes. Vous voyez que les ranges n'ont été rajoutés que très très récemment. Hein, vous voyez, pour dire bah, je veux autoriser tous les ports de 32 000 à 32 768, c'est seulement depuis Kubernetes en version 1.22. 1.22, c'est aujourd'hui. Hein, c'est très... On construit encore des clusters en V1.21. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut monter les clusters en permanence en version. C'est un énorme sujet de sécurité et puis de MCO. Mais donc, toutes ces petites fonctionnalités sont rajoutées petit à petit. Le problème qu'on a, hein, c'est qu'on verra c'est que la tuyauterie qui est en dessous, qui est en gros portée par le CNI, on en avait parlé du CNI plugin la dernière fois, donc par exemple le projet Calico, hein, qui est en dessous, ou Flanel, ou peu importe, hein, il y en a plein, en Terra, OpenVSwitch, enfin, donc le CNI plugin qui est en dessous, en fait, lui, il reçoit la politique, mais il ne renvoie pas de statut pour dire s'il a réussi à la mettre en œuvre. Et donc, ce qui fait qu'il y a plein de limitations. Il y a certains CNI, par exemple, qui n'acceptent pas ça, ou alors qui vont accepter seulement un range de ports qui est limité, et il n'y aura pas de feedback qui sera renvoyé dans Kubernetes. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'attention, d'être sûr que les YAML que vous écrivez sont bien syntaxiquement corrects, bien évidemment, sont conformes à Kubernetes. Ça, c'est facile parce qu'en fait, sinon, l'API serveur de Kubernetes va le refuser. Donc, ça va être hyper rapide. Mais en gros, ce n'est pas parce qu'il a été accepté que vraiment c'est mis en œuvre dans le CNI derrière. Donc, il y a un vrai travail de test en permanence à mettre en œuvre, un petit peu comme avec le petit script que j'ai fait. De tester en permanence. La syntaxe est pointue, hein, toujours dans ce chapitre. Hein. Bah, vous voyez là deux politiques qui ont l'air de se ressembler, en fait. Hein, c'est quasiment tout pareil. Bah, la seule différence, vous voyez, c'est le tiret. Hein. Donc, dans un cas, il n'y a pas de tiret. Ça veut donc dire, en fait, on accepte les flux depuis les gens qui viennent du namespace X et qui ont tel type de label. Et dans l'autre cas, c'est l'un ou l'autre. Donc là, le tiret fait toute la différence. Bon, là, c'est de la syntaxe YAML qui permet de comprendre. Donc, vous voyez que c'est assez facile de faire des erreurs, soit d'ouvrir plus que ce qui est prévu, soit au contraire de ne pas comprendre pourquoi ça ne passe pas. Vous remarquez, hein, d'ailleurs, à ce moment-là, que j'utilise le namespace selector
C'est-à-dire qu'en fait, on peut à la fois, on peut faire en gros des doubles, enfin, on peut à la fois sélectionner suivant les pods et suivant les namespaces. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Je sais, lors de la démo précédente, là, alors c'est pas celle-là, c'était celle avec, je vais enlever là, cette network politique. OK. Et donc, la précédente, voilà, vous vous rappelez, je dois l'avoir dans un... Voilà, c'est celle-là en fait. Hein, c'est ça la politique précédente que j'ai. Je vais l'agrandir. Ça vous verrez bien. Hein. Donc c'est ça ce que j'ai envoyé. Hein, c'est exactement ce que je vous avais montré. C'est pareil. App. Donc ça s'applique à tous ceux qui sont dans le namespace Blue. App égale bootstore, role égale API. Et je vous avais dit que ceux qui ont le droit de requêter, il faut qu'ils aient le label app égale bookstore. Donc c'est ce que je vous ai montré. Je vous ai montré que ça marchait. On l'a enlevé, on l'a enlevé. Et je vais vous montrer une petite nuance qui est quand même pas si évidente que ça. Hein, c'est que si je réapplique cette... Alors, est-ce que je l'ai appliqué? Oui, c'est bon, elle est bien verte. Et si je refais mon test, je reviens là, test. C'est quand je regarde les labels, vous voyez, je viens bien avec le bon label qui est attendu. Hein. Le label qui est attendu, c'est app égale bookstore. Donc, normalement, tout devrait passer. Hein. Et si je le relance, donc pareil, je crée un pod dans le namespace par default au début. Voilà, et je fais les requêtes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette ligne-là. Hein. C'est quand je vais taper le bleu. Hein. Là, je le refais. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous constatez, du bleu vers le bleu, ça marche grâce au label. Donc ça, c'est ce qui est attendu. Et probablement, certains d'entre vous ont peut-être fait attention, on dit « Ah, mais c'est bizarre, parce que là, j'ai le bon label, mais là, c'est bloqué. Hein. » C'est-à-dire que quand je suis dans un namespace qui est différent du namespace du pod destination, en fait, je vais être bloqué. Je vais pas rentrer dans la politique. Donc, pour corriger ça, en fait, il faut que je corrige. Je reviens là. Il faut que je corrige ma politique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas que je dise que c'est tel label qu'il faut utiliser, mais il faut aussi que je dise on peut venir de n'importe quel namespace. Et donc, pour faire ça, il suffit de... Vous voyez, je vous l'ai montré, hein, il suffit de faire ça. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire... Oh là, hop. Je fais ça. Alors, j'enlève mon commentaire. Voilà. Là, surtout, là, c'est de la syntaxe YAML. Hein. Tout le monde s'est cassé les dents là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais j'espère que je ne vais pas me casser les dents là-dessus. Hein. Hop. D'ailleurs, ouais, il faut que ça devrait être mis là comme ça. Super. Écoutez, on va voir si ça passe. Hein. On va voir. Donc là, je l'écris comme ça. J'espère que la syntaxe est bonne. Et donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis il faut à la fois être dans n'importe quel namespace, donc c'est celui qui requête, et en même temps avoir le label qui va. Donc là, normalement, quand on est depuis le default et on tape le bleu, ça devrait marcher. Donc là, cette politique, je vais la... Hop, je vais mettre un message, mais je ne sais pas, change policy. Hein. En fait, je vais sur Git, hein, tout simplement. Je la pousse, je save et je la pousse. Voilà, elle est poussée sur GitHub. Et normalement, Argo CD va l'avoir. Il va l'avoir passé normalement. Si je fais un refresh, parce que normalement, il regarde en permanence. Ouais. Il regarde en permanence les politiques. Alors, ce que je peux faire, je peux resyncer la politique. On va voir si ça va la prendre en place. Voilà, on va regarder. Hein. Il peut y avoir des petits décalages. Alors, on va regarder à quoi ressemble ma politique. kubectl netpol, et donc dans le namespace blue. Bon, ça c'était celle-là, mais ce que je veux, c'est la décrire. Hein. Ouais, on va voir si ça passe. Bon, on va le tester, hein, tout simplement. Si ça passe, tout doit être en 200, hein, normalement. Donc là, c'est le moment de vérité. Ça passe pas. Quand c'est long, hein, vous voyez quand c'est long. Donc ça veut dire que ma modification network policy n'est pas passée. Je vais la faire à la main. Bon, ça marche bien, Argo CD, mais là, j'ai pas trop envie de
galérer là-dessus. Hein. Donc, si je regarde ma politique, c'est celle-là. Hein. Je regarde bien qu'elle est bien notée. J'ai bien tout ça. Je peux faire un kubectl apply. Je vais essayer de la repasser. Hein. Donc, le nom de mon fichier, c'est ça. Je peux essayer même de le mettre en --, dry run égale client, juste pour qu'il vérifie la syntaxe. Voilà. Donc, syntaxiquement, apparemment, je ne dois pas avoir de problème dans mon YAML. Ça passe. Et donc, j'ai plus qu'à la passer. Et là, normalement, on croise les doigts. Ouais. Toujours un peu de stress. Vous voyez, c'est passé. Hein. Donc, alors après, est-ce que c'est intelligent de faire ça? Ça, c'est un autre sujet. Mais là, en tous les cas, ce que j'ai dit, c'est que si tu viens avec le bon label, quel que soit ton namespace, ça passe. Hein. Et vous voyez, bon, bah, ça nécessite de faire ça. Alors, bon, je ne vais pas vous dire que c'est un métier à temps plein, hein, mais voilà, il faut quand même des outils. Très rapidement, vous comprenez quand il va y avoir beaucoup de politique, il va vous falloir des outils graphiques ou des outils de vérification, des outils de compliance, des outils de test. Voilà, il faut de l'outillage, très clairement. Là, c'est un peu brut de fonderie comme type de politique. OK, donc je passe à la suite. Voilà, donc c'est ce dont j'ai parlé. Voilà, tous les namespaces étaient vides. Alors, pour cloisonner un namespace, finalement, maintenant qu'on sait faire, c'est relativement simple. On a quasiment tout dans notre boîte à outils. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je veux cloisonner Blue. En gros, je veux seulement que les pods de Blue puissent accéder aux pods de Blue. C'est assez classique en termes de gouvernance, puisqu'en général, on met les applications par namespace et on dit on ne veut pas que deux applications peuvent se parler, sauf si on fait des petits trous dans le mur. Voilà. Donc là, là, on met ça en place. Hein. Et donc là, en fait, c'est une règle un peu négative, c'est-à-dire dans le sens où on dit si donc je suis Blue, là on a un pod selector et donc une liste vide, donc c'est-à-dire c'est tous les pods du namespace Blue, je leur applique l'unique règle qui est si ça vient du namespace Blue, c'est autorisé. Et tout le reste, par déduction, est bloqué. Donc si je viens du RED, ça va être bloqué. On va le tester, hein, mais si je viens du RED, ça va être bloqué tout simplement. Alors, vous voyez que j'ai utilisé une petite astuce. C'est pareil, hein, c'est assez récent, hein, c'est Kubernetes 1.22. C'est que ce que je veux, c'est surtout pas nommer les namespaces, parce que c'est pas du tout, c'est pas DevOps, c'est pas Kubernetes. On n'utilise pas les noms, on utilise les labels. Donc, en fait, c'est ce qui a apporté. En fait, on triche un peu, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque namespace, il y a un label. Enfin, d'ailleurs, pour chaque namespace, il y a un label qui en fait porte son nom, hein, dont la valeur est son nom. Je vous montre ça juste 2 secondes. Donc, c'est une façon un peu de contourner le problème. Et c'est natif, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin donc de les labelliser, les namespaces. Vous voyez, donc là, mes namespaces sont là, et si je fais --, show labels, voir, hein, je prends par exemple le RED, hein, et vous voyez que ce label-là, il a été créé automatiquement par Kubernetes, et il porte son nom. Donc en fait, ça me permet assez facilement de dire, si ça vient d'un namespace qui a le label metadata name égale RED, c'est bloqué. Donc en fait, c'est une façon plus simple, c'est-à-dire que je sélectionne sur les labels et non pas sur les noms, même si à la fin, c'est un peu pareil. Essayons de le faire, hein, pour voir si ça marche. Donc, ma politique, alors, je vais juste faire un refresh. Ma politique cloisonne, je vais l'activer, je vais la sync. Voilà. Et API Hello, à mon avis, moi je pense qu'elle est toujours là. Je fais un petit refresh. Voilà, donc là je suis tické, vous voyez, hein, j'ai un tick seulement sur Cloisonne Blue, donc avec un peu de chance, j'ai seulement cette politique qui s'applique. C'est pour que ça soit plus facile à débugger, hein, parce que sinon c'est compliqué. Dans un temps limité comme un webinaire. Donc on voit bien, la seule politique qui est appliquée, c'est Cloisonne Blue. Et vous voyez, hein, encore une fois, là on a l'impression, en fait, effectivement, le pod selector il est vide, donc en fait ça s'applique à tous les pods. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est lancer notre test. Et donc, normalement, depuis le default, on doit être bloqué dans le blue, et depuis le blue, on doit passer. Donc, vous voyez, là on est dans le default, et on est bloqué.
Donc, c'est parfait. Et là, on fait des tests depuis le blue. Et donc, là, vous voyez, de blue vers blue, ça marche. Donc, voilà. On a atteint notre objectif. C'est seulement les pods de blue qui peuvent parler à d'autres pods de blue. Voilà. Donc, ça, c'est assez classique en termes de gouvernance, de cloisonner les namespaces. Voilà, sur un cluster mutualisé. Alors, on a des petits sujets, des petits détails. C'est qu'il y a les politiques ne fonctionnent pas quand on est sur le nœud local. C'est-à-dire que si je me connecte, c'est pour ça que je fais des captures d'écran, mais en fait, si je me mets, vous voyez, qu'est-ce que je fais là? En fait, je regarde s'il y a un pod. Donc, vous voyez, je vois qu'il y a un pod qui est dans le namespace blue d'ailleurs, qui s'appelle deploy echo server. Vous voyez, là, j'ai son adresse IP et je vois sur quel nœud il est mis. Donc, ce que je fais, c'est que je me connecte. Par exemple, si je me connecte sur ce nœud-là, et vous voyez, je fais une requête, alors qu'il y a pourtant une network policy, la requête, elle passe. Si je me mets sur un distant, la requête, elle est bloquée. L'idée, c'est de dire que, en fait, le nœud qui porte les pods n'est pas filtré par les network policy, le nœud local. Donc, si vous avez une compromission sur un nœud, en gros, ce nœud, les network policy ne vont pas vous aider localement. Voilà. Donc, on revient toujours sur ces histoires de compromission d'un nœud. C'est relativement rare, mais voilà, ça peut arriver. Il faut bien comprendre ce mécanisme. Par contre, si vous êtes sur un nœud distant, là, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un nœud distant n'a pas... en fait, son flux va être vu comme des adresses IP. En fait, ça paraît un peu évident quand on réfléchit. C'est-à-dire qu'un nœud distant, il est vu comme n'importe quelle machine distant. Il arrive avec une adresse IP, elle passe dans la network policy. Mais en gros, le nœud local, lui, échappe à ça. C'est une limitation complètement assumée par Kubernetes. Pour plein de raisons. Je vous en donne qu'une, par exemple. Vous savez que le kubelet, donc, qui est l'agent en gros de maintien de l'état sur le nœud, qui parle avec les contrôleurs d'admission, l'API serveur, et qui fait des opérations locales au niveau des containers. Le kubelet, il a besoin d'aller récupérer des URL, par exemple, sur les pods, par exemple les URL, les liveness probes, les readiness probes, les startup probes, en fait, tous les URL qui sont publiés par le pod pour envoyer en fait son état et dire je suis KO, je ne suis pas KO, je peux accepter de nouvelles requêtes ou pas. Donc, ce n'est pas complètement choquant que le nœud local, et donc les processus qui tournent sur le nœud local, et donc notamment le kubelet, aient un accès illimité, finalement, non filtré aux pods locaux. Voilà, c'est probablement ce qui explique ça. Voilà, alors justement, qui fait ce filtrage c'est le boulot, notamment du CNI plugin. Donc ça, on en avait parlé la dernière fois. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai pris un exemple, là vous avez sur GKE, AKS ou EKS, et vous voyez que le CNI, là par exemple, là mon exemple que je montre, c'est sur Azure. Vous voyez le CNI, donc en gros, la mise en connexion, le réseau est fait par Azure, mais les network policy, elles sont portées par Calico. En tout cas, dans ce setup-là. Alors, des setups, il y en a des milliers. C'est un cube en multidirection. Voilà, mais c'est un exemple. Et donc, là, ce qu'il faut, c'est aller regarder la doc sur Calico, voir est-ce qu'il y a des limitations. Est-ce que quand il supporte toutes les fonctionnalités, la réponse est oui, il a même beaucoup plus de fonctionnalités parce que c'est le premier CNI vraiment entreprise qui a été créé il y a des années, qui est vraiment un pionnier. Donc, en général, il a une de vastes fonctionnalités, mais enfin bon, il peut y avoir des problèmes ou des bugs, bien sûr. Alors, là, je vous ai montré donc des choses qui fonctionnaient, et puis des choses, vous avez vu quand même qu'il y avait des problèmes ou des limitations. Alors, qu'est-ce qui est assumé de ne pas pouvoir faire aujourd'hui avec Kubernetes? Donc là, c'est un peu une synthèse de ce que je vous ai montré, les politiques de filtrage. Donc, vous voyez, les politiques de filtrage, elles sont appliquées, elles ne peuvent pas, pardon, c'est qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, what you can do. Donc, on ne peut pas appliquer en standard une politique sur tous les namespaces. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire namespace par namespace. Potentiellement, si on crée des namespaces, il faudra re-rentrer dedans pour réappliquer les politiques. Bon, voilà. Donc, une politique globale, on n'a pas.
Et on n'a pas la capacité aussi de refuser des flux. La seule chose qu'on peut faire, c'est accepter les flux. Donc, en fait, ça serait tellement plus simple de dire ça, je refuse, et puis tout le reste qui vient de tel range IP, je l'accepte. Donc, on a des grosses limitations sur les politiques de filtrage. Après, on a d'autres limitations. On n'a pas faire des requêtes un peu ou faire des tests. Il n'y a rien qui est prévu dans Kubernetes. De la même façon, il n'y a pas de log en standard. C'est même pas prévu par Kubernetes. Donc, en gros, là, il faudra utiliser des fonctionnalités propriétaires des plugins CNI, qui en général le proposent, hein, mais c'est du propriétaire. Et donc, vous rentrez dans ce qu'on appelle des CRD, un Custom Resource Definition. Hein, vous commencez à modifier un petit peu le Kubernetes Vanilla. Mais c'est accepté, hein, c'est comme ça que ça marche en production. Mais voilà, vous commencez à rentrer dans des choses un petit peu spécifiques. Hein. Mais vous voyez, on ne log pas les paquets. Donc, on ne sait pas en gros qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est accepté. Et la question la plus simple que j'ai, hein, moi quand je suis en production avec les clients, la première question que le client dit, c'est est-ce qu'il y a des paquets qui matchent cette règle, voilà. Et est-ce qu'il y a des paquets qui sont bloqués? On a besoin d'observabilité, c'est indispensable, hein, pour faire de la production. Autre sujet, c'est la gouvernance. Vous voyez bien que c'est un peu compliqué parce qu'on veut donner la main au DevOps pour qu'il puisse pousser ses politiques, c'est lui qui connaît les applis, qui parle avec qui, et en même temps, on aimerait bien contrôler. Et vous voyez que ce n'est pas facile. Et donc, quelque part, si le DevOps, il fait Alors, comment est-ce qu'on peut le faire de façon assez classique? Bon, là, je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, on fait un merge, le développeur fait un push request, c'est-à-dire qu'en fait, il écrit une politique, il la pousse et il demande l'acceptation de l'équipe sécu qui va merger, hein, qui va donc fusionner cette politique avec le reste des politiques. Et donc, ça va partir dans Kubernetes avec un outil de déploiement continu tel que Argo CD. Mais bon, vous voyez, donc on ne crée pas de ticket, tout se passe dans Git, mais on a de la latence. Le DevOps, il veut sa politique tout de suite, hein, il ne la veut pas dans 3 jours. C'est pour ça qu'on fait du DevOps, c'est pour ça qu'on fait de l'agilité, ce n'est pas pour revenir sur des systèmes de tickets avec une politique qui est passée dans 2 jours. Et en même temps, on est sur de la prod, hein, c'est-à-dire qu'une politique mal maîtrisée, vous avez vu, assez facilement, on casse des choses. Si vous allez sur les Slack, hein, des CNI, hein, des éditeurs de CNI, vous allez voir, il n'y a que ça. Hein, c'est j'ai tout cassé, comment je fais pour enlever la politique? Voilà. Ça peut être un petit peu stressant. Alors, sur la gouvernance, il y a des efforts qui sont faits. Hein. L'idée, c'est toujours pareil chez Kubernetes, c'est de dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser la politique et on va mettre la politique de filtrage et on va mettre une stratégie d'acceptation ou pas. Et donc, c'est toujours la même mécanique chez Kubernetes. On utilise un contrôleur d'admission. Donc, le contrôleur d'admission, vous demandez de la CPU, de la RAM, il dit « Ah non, c'est pas possible ». Vous demandez des pods en privilégié, il dit « Ah non, c'est pas possible ». C'est pareil, vous demandez une network policy, il a un jeu de règles, il va dire « Ok, j'accepte ou j'accepte pas ». Ça suppose qu'on ait créé un jeu de règles à l'avance, ce qui est pas si évident que ça. Hein. Aujourd'hui, le moteur qui analyse les politiques, c'est OPA, hein, Open Policy Agent, qui est assez connu, qui fournit en fait un langage de description de politique qui peut s'appliquer au network policy. Et je vous donne un exemple. Voilà, alors là, ça va vous donner probablement un peu mal à la tête, mais voilà ce que vous pouvez écrire. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites, il faut que la politique, elle s'applique nécessairement à des pods qui ont le label propre, et puis la source, c'est nécessairement des pods qui ont eux-mêmes le label, je ne sais même pas ce que c'est, front-end. Ou non, voilà. Ils ne doivent pas avoir front-end dans les labels sur qui ça s'applique. Donc en gros, là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut appliquer seulement sur du propre, et il ne faut absolument pas que le front-end puisse accéder. Donc, d'ailleurs, c'est le contraire, ce que je suis en train d'expliquer, parce que oui, Rego, c'est un peu compliqué, il faut que ce soit false. Mais voilà, donc là, ce que vous voyez, c'est que là, il y a bien les 2 labels qui sont demandés. Donc, en fait, le contrôleur d'admission dit OK, enfin, Open Policy Agent dit OK, et là, il dit bad. Bon, OK, si vous êtes complètement automatisé, si vous avez un niveau de maturité qui est très, très grand, vous pouvez partir là-dedans. Mais vous voyez, il vous faut un nouveau spécialiste, quoi. C'est-à-dire que là, vous trouviez que c'était très compliqué, il vous faut un encore plus gros spécialiste pour écrire en Rego. Rego, c'est pas simple, hein. C'est des tests multiples, il y a des fonctions qui peuvent avoir le même nom. Enfin voilà, c'est une nouvelle compétence éventuellement à embarquer dans votre équipe. Voilà, donc ça c'était la partie gouvernance. Et puis on a aussi la partie interconnexion avec le legacy. J'en avais parlé un petit peu au début, c'est que quand on sort du cluster,
enfin, on sort soit avec sa propre adresse IP, soit avec l'adresse IP du nœud, et cette adresse IP, en fait, elle est absolument indiscriminable, et donc on perd l'identité, en gros, lors de l'interconnexion avec le legacy. Donc, des solutions, c'est les egress gateway, qui sont en général, enfin maintenant, c'est un concept qui est assez déployé, vous le trouvez dans quasiment tous les CNI plugins. En général, c'est pas nécessairement de l'open source, ça peut être du payant, c'est soumis à licence, parce que vous voyez tout de suite que c'est une fonctionnalité entreprise. C'est pas... c'est un sujet d'entreprise, et donc en général, les éditeurs là-dessus fournissent des fonctionnalités payantes, soumis à support. Voilà, donc là, vous avez une vue globale un petit peu de tout ce qui manque. Et donc, vous voyez, le temps a pas mal avancé, là on arrive à la fin. Et donc, voilà, là j'ai resynthétisé. Donc, grosso modo, vous avez compris que pour les équipes sécurité actuelles, c'est une régression. Moi, je le vois quand je vais chez les clients, ils me disent, mais où est mon panneau de firewall? Où sont mes logs? C'est ça ce qu'ils veulent. Et l'exemple, c'est, si je prends l'exemple de Calico, vous voyez, Calico va rajouter des fonctionnalités. Donc là, c'est sur Azure, par exemple, mais Calico est indépendant, mais si je le fais sur Azure, je vais pouvoir rajouter des politiques qui ne sont pas namespacées, donc des Global Network Policy. OK, pas mal. Je vais pouvoir avoir des règles qui vont être dans un ordre. Ça me fait penser à comment c'était avant, avec des priorités. Voilà. Je vais avoir des règles de deny, des règles de log. Voilà. Je peux même, dans certains cas, utiliser un proxy pour filtrer les URL. Bon, alors là, c'est vraiment on va au-delà de ce qu'il y a aujourd'hui, mais ça commence à devenir intéressant. Et à la fin, ça vous donne des panneaux comme ça. Donc là, évidemment, on n'a plus le temps pour en parler. C'est ce que je propose de faire dans l'épisode 4. C'est de vous montrer, par exemple, comment ça fonctionne et comment, graphiquement, on peut finalement assez facilement écrire des règles. Et en fait, l'idée, là, en quelques mots, c'est de donner des accès à des tiers. C'est en fait permettre... Alors, tiers, c'est le mot en anglais. En français, partie prenante, on pourrait dire peut-être en français. C'est-à-dire qu'en fait, on permet d'avoir une sorte de tableau collaboratif des règles où l'équipe sécurité, grosso modo, met toujours les premières règles et les dernières règles et approuve les règles au milieu. Et vous voyez tout de suite que c'est en graphique. C'est ça l'idée. Et voilà, ça s'appelait avec aussi des mécanismes sur la partie bloc. Donc ça, je vous ferai une démonstration de ça dans l'épisode 4 qui aura lieu, alors non pas dans 15 jours, mais qui aura lieu le 13 mai. Et alors là, cette solution, c'est Tigera. Vous voyez, c'est l'éditeur qui est derrière Calico. Donc, je serai accompagné d'un spécialiste Tigera qui parle français, Jérémy, qui viendra co-présenter en fait tout ça et nous voir comment est-ce que, par exemple, un CNI tel que Projet Calico ou Tigera peut résoudre les problèmes qu'on a vus d'observabilité, d'écriture des règles pour les humains, on va dire, et puis de gouvernance. Il y a plein d'autres choses dans ce produit, mais là, on veut juste rester sur la partie assez classique, sécurité réseau. Voilà. J'ai fait le tour finalement pour cet épisode qui était assez dense. J'avais peur de ne pas avoir assez de matériel, mais finalement, on a vu que c'était suffisant avec un démarrage un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des critiques, des suggestions par rapport à ce qu'on a vu et ce que vous voudriez voir dans les épisodes qui suivent? Non, pas de questions? Bon, écoutez, je le prends comme un compliment. On va dire que ça a dû être probablement, j'espère, clair, instructif. Et donc, ce que je vous propose, c'est... voilà, merci Alexandre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit donc, le 13 mai à 10h pour la suite. J'ai une question de Baptiste. Pareil. OK. Écoutez, merci. C'était un plaisir de vous présenter ça. Voilà. OK. Merci à vous tous. Bon après-midi avec le soleil, j'espère. Je regarde, il y a une dernière question qui arrive. Mais...
Non. Voilà, merci pour la présentation. Ok, bah écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end. Je vous envoie probablement lundi le lien d'inscription pour le prochain webinar, ainsi que les liens vers les slides et vers le GitHub, qui est de toute façon ouvert, qui vous permet de récupérer tous les YAML, tous les petits scripts que j'ai utilisés. Voilà. Bon après-midi et à bientôt.